Bonsoir à tous. C'est un plaisir de recevoir à nouveau les éditions Au Diable Vauvert et donc cette fois-ci avec un auteur, en l'occurrence Jean-Paul Didier Laurent, pour son dernier roman Malamute. Marion, ça fait Marion Mazouric et Nathalie Pénaud qui sont là. Marion, ça fait quand même pratiquement un an qu'on ne s'est pas vu. On avait organisé cette rencontre ensemble pour présenter Au Diable Vauvert. Que s'est-il passé depuis un an? Comment les éditions, comment le Diable se portent depuis cette dernière année? Disons que comme tout le monde, on a passé une année étrange, hein, avec des notions du temps, des choses ordinaires qui ont complètement changé. C'est une année fatigante, hein. Je crois qu'on est assez crevé et puis on se rend compte qu'un an déjà a passé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que votre groupe, vous êtes ma plus forte vie sociale quasi depuis un an en visio. On est... alors, bon, c'est vrai que ça nous manque, voir du monde et surtout voir du monde en librairie, voir du monde autour des livres, faire des signatures, des rencontres. Ça, c'est quand même très, très frustrant de ne pas se voir, même nous. C'était les moments où on se voyait avec les auteurs, vous voyez. Donc là, ça nous manque beaucoup. Mais sinon, ce qui s'est passé en un an, c'est qu'on a eu un peu peur, hein, comme tout le monde. Et surtout quand les librairies ont fermé au dernier confinement, enfin au premier. Et puis, chose formidable, le livre s'est quand même affirmé comme un loisir, une activité complètement nécessaire en ce moment pour une énorme partie des Français. Ce qui fait que le livre, vous savez, parce que vous êtes tous des lecteurs, donc j'imagine que vous avez lu, ça fait du bien, quoi. Et on a plus de temps. Et donc, ça a bien résisté, même mieux que ça. Nous, on a fait les... Et puis sur la fin, notre fond aussi, il y a une vraie rencontre entre les lecteurs et notre fond. Pas seulement en imaginaire, où là, évidemment, tous les grands auteurs de l'imaginaire, avec des visions d'avenir qui nous rejoignent un peu en ce moment, comme William Gibson ou Octavia Butler, se sont mis à décoller. Avec vraiment l'événement, c'est que tout d'un coup, on redécouvre Octavia Butler, qui est morte il y a 5 ans, et ça va être un succès posthume mondial. Pourquoi? Parce que c'est une des grandes inspiratrices de l'afroféminisme et qu'elle a écrit un chef-d'œuvre, hein, La parabole du semeur, qui raconte en fait comment l'Amérique bascule dans le chaos et comment, en gros, nos civilisations basculent dans le chaos. Et c'est un livre d'espoir, en fait, c'est un livre de résistance, c'est un livre de femmes qui résistent, qui continuent à croire en l'humanité. Donc c'est un livre très noir et en même temps très émouvant. Et je dirais que ça a été quand même l'année pour moi de la consécration d'Octavia Butler, ce qui est magnifique parce que c'est un auteur que j'ai commencé à publier à la création du diable. Et jusqu'à maintenant, c'était un auteur très méconnu et qui plaisait à des happy few, quoi. Donc ça, c'est formidable. C'est la preuve qu'un travail de catalogue, de fond, c'est vraiment la meilleure façon de travailler quand on est éditeur. On a aussi eu le succès de William Gibson, Neuromancien. Alors là, ça a été même notre meilleure vente de l'année. C'est le chef-d'œuvre du cyberpunk. Donc ça a été aussi une année où le cyberpunk a explosé, et pas seulement parce que les gens étaient sur les réseaux. Donc, mais à cause c'est aussi des romans d'alerte sur le monde qui nous attend, quoi. Donc ça a été très bien. Et puis on a fait aussi un joli succès avec un roman dont on vous avait parlé, La fille du chasse-neige, qui était le premier roman de la rentrée. Et puis tout notre fonds s'est mis à monter de façon considérable. Et là, sur tous les auteurs, en particulier évidemment Jean-Paul, puisque notre politique est d'accompagner des auteurs. Donc le fonds, il est déjà important. Ce qui fait qu'en fait, on fait une année 2020 qui, curieusement, a été en réduction de chiffres, mais plutôt d'un bon équilibre et avec un développement des ventes, en fait. Donc voilà. Et puis alors, on a sorti nos poches. Alors, on avait prévu de sortir les poches en fêtant notre anniversaire des 20 ans. Donc, en fait, on a reporté l'anniversaire des 20 ans à quand on pourra le fêter, donc peut-être à 22 ans, ou on verra. Et puis, les poches, en fait, ils ont plutôt, là aussi, été bien accueillis en librairie, mais je pense qu'on y reviendra l'année prochaine. En fait, tout ce qu'on avait prévu dans les salons, toutes les rencontres qu'on avait prévues n'ont pas eu lieu, donc on se dit que c'est pas grave, on les fera dès que ce sera possible, et puis voilà. Alors justement, en parlant de fond, vous publiez depuis le début.
Jean-Paul. Donc j'aimerais savoir comment la rencontre s'est faite avec lui, votre regard d'éditrice, comment cette rencontre s'est faite avec cet auteur. Alors, Jean-Paul, c'est une histoire très particulière, enfin, totalement unique dans le catalogue du Diable Vauvert. Pourquoi? Parce que Jean-Paul est un espèce de héros chez nous, à Nîmes, hein, Vauvert, c'est à côté de Nîmes, parce qu'il a gagné 2 fois le prix Hemingway et qu'il nous a obligés à modifier le règlement du prix Hemingway pour l'empêcher de gagner chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est que le prix Hemingway? C'est un prix qu'on a organisé donc, chez nous à Nîmes et qui est un prix de nouvelles inédites, mais écrites par des auteurs ayant publié, donc des écrivains, et qui doivent se passer dans l'univers de la tauromachie ou des cultures taurines, ou de la fête, enfin au sens très large. Et Jean-Paul, qui était qui vit à la Bresse, dans les Vosges, n'avait jamais vu de corrida, a participé plusieurs fois et a gagné 2 fois ce prix. Alors c'est un prix très difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont très très bons, et en plus c'est un concours, donc il ne faut pas seulement être un bon écrivain, avoir une belle voix, mais aussi réussir un exercice technique. Et donc il est devenu à la fois un héros à Nîmes, en fait un héros qui a un peu énervé pas mal de monde, parce qu'il n'avait jamais vu de corrida, il n'était jamais venu en Camargue, ou quasi pas, et il s'est imposé, et suite à cette victoire incroyable, il est venu en résidence écrire son premier roman, et donc il nous a laissé en partant Le liseur du 6h27, qui était un pur bijou, quoi, et donc on y a cru immédiatement. On n'avait jamais lu ça, c'est un livre magique, hein, qui parle aussi de l'écriture, donc forcément on est doublement touché quand on aime les livres. Et ce livre a été un conte de fées, puisqu'il a démarré... alors c'est vrai qu'un soir, je me souviens très bien, j'ai écrit à une amie qui était scout d'éditeurs étrangers en lui disant « j'ai jamais vu ça », une vieille copine, hein, on se connaissait depuis longtemps. Elle l'a lu dans la nuit, elle a trouvé ça génial, et le lundi, on avait des enchères en Italie et en Allemagne. Et ça a complètement propulsé le livre à l'étranger, on l'a vendu dans plus de 40 pays, mais également en France. Les libraires, tout de suite, s'en sont emparés et a fait un succès de bouche à oreille à 100 000 exemplaires. Donc, si vous voulez, ça, c'est une histoire qui n'arrive jamais, enfin très rarement, et qu'elle soit née comme ça avec ce prix Hemingway qu'on avait créé il y a 15 ans, qui portait beaucoup de lectures en région, qui était... c'est magnifique, quoi. Donc, voilà comment la rencontre s'est faite. Alors Jean-Paul, Jean-Paul, tu veux... oui, Jean-Paul, l'avis de l'auteur à présent par rapport à cette rencontre. Ah ben ça reste une aventure extraordinaire, hein. Déjà, moi, d'écrire sur la tauromachie, c'était un gros challenge. J'y connaissais absolument rien sur le sujet. C'est ce qui m'a intéressé. Moi, en tant qu'auteur, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir de ne rien m'interdire. Et j'ai écrit sur un sujet que je ne connaissais pas du tout. C'était un beau challenge à soulever. Et quand j'ai gagné ce prix, je suis descendu à Nîmes. Ça s'est fait un peu rapidement, un train de nuit avec mon épouse pour aller chercher le prix. Et c'était quelque chose de totalement surréaliste. L'accueil que nous a fait la ville de Nîmes et le Diable Vauvert et l'association des avocats du diable était exceptionnelle. Je me suis senti tout de suite, comment dire, dans le regard des gens, je voyais de la sympathie, je voyais une sorte de reconnaissance et du plaisir de voir que quelqu'un qui vient du nord-est de la France, qui n'y connaît rien, s'est intéressé un peu à ce thème-là. Et donc, c'était le début d'un changement finalement dans ma vie, même si au départ, ça n'a pas non plus tout chamboulé, mais ça m'a surtout permis de rencontrer Marion. Et puis, je lui serai reconnaissant à vie de m'avoir mis vraiment la main j'ai envie de dire le pied à l'étrier, parce que en Camargue, c'est plutôt ça, mais de m'être mis à écrire vraiment ce roman que j'avais en tête depuis des années, mais vraiment des années, que je me réservais, parce que je savais qu'un jour il serait écrit, ce roman, mais je prenais mon temps. Et puis là, elle m'a un peu bousculé, elle m'a dit, écoute, maintenant tu as 50 ans, il est temps de t'y mettre. Elle m'a proposé de venir écrire donc en résidence à la Laune, à Vauvert, et donc j'ai fait le pari, j'y suis descendu, et je me suis vraiment trouvé dans la situation d'un écrivain, chose qui m'était vraiment jamais arrivée jusque-là parce que j'écrivais que des nouvelles, donc
c'était encore différent. Là, je me suis plongé dans l'écriture pendant un mois. Un travail intense mais passionnant, parce que vraiment, là, je vivais avec mes personnages 24 heures sur 24. Et le liseur est né comme ça. Il n'attendait qu'une chose pour sortir, c'était ça. Qu'on lui donne une maternité. Ben, la maternité, c'était Vauvert. Et donc, il est né grâce à Marion, entre autres. Et donc, pour ça, ça reste une aventure vraiment extraordinaire, parce qu'après tout ce qui a suivi, ben, elle vient de le dire, c'était surréaliste. Quand Marion m'appelait, elle me disait, écoute, il y a les Espagnols qui veulent acheter les droits de publier, mais il y a 2 maisons d'édition, on met aux enchères. Je disais, oui, mais c'est fou, quoi. Quand vous écrivez un livre, vous êtes tout seul avec votre histoire, vous pensez absolument pas à ça. Même le succès, on l'espère, mais on n'imagine pas ce genre de succès-là, quoi. C'était incroyable, vraiment incroyable. Et ça ne s'est pas démenti tout au long, parce que le liseur, il continue son chemin. J'ai encore beaucoup de gens qui m'en parlent. C'est resté ancré dans les mémoires, apparemment, et c'est toujours un plaisir. Justement, Jean-Paul, vous avez été révélé Ah, tardivement. j'entends plus. J'ai plus de son. Vous m'entendez là? Vous m'entendez, Jean-Paul? C'est bon? Voilà. Les autres, vous m'entendez? C'est bon? Oui? Ah, ça y est, j'entends. C'est bon? Oui, vous avez des petites coupures, je pense. On vous Ouais, entend j'ai de des manière coupures. un petit peu saccadée. Ah, Je disais que vous aviez été révélé tardivement, mais qui étiez-vous justement avant ce succès? Pourquoi vous avez éclos ça aussi coupe. tardivement? Vous m'entendez, Jean-Paul? C'est bon? Ça a l'air d'être mieux là. J'entends plus. Je suis désolé. C'est mieux là, Jean-Paul? Là, ça y est. Ouais. Là, ça Ouais. marche. Je disais que vous aviez été révélé tardivement avec le liseur. Qui était Jean-Paul Didier Laurent avant justement ce succès-là? Pourquoi si tard, alors que vous aviez écrit de nombreuses nouvelles avant et que la matière était déjà présente? Déjà, l'écriture, je m'y suis mis tardivement. Euh, Moi, l'envie d'écrire des histoires m'est venue à la découverte de Stephen King quand j'avais une vingtaine d'années. Ça m'a vraiment donné envie un jour, moi aussi, d'écrire des histoires. Après le passage à l'acte, ma première nouvelle, je l'ai écrite beaucoup plus tard, j'avais 35 ans. Par le biais d'un concours de nouvelles, je me suis rendu compte de l'existence de ce genre de concours et je me suis dit, c'est l'occasion pour moi en même temps de me tester par des gens qui ne me connaissent absolument pas, parce que c'est toujours anonyme. Et donc, ça a fonctionné. Donc, pendant 15 ans, je suis tombé dans une routine d'écriture où j'écrivais de temps en temps une nouvelle. Je choisissais des concours avec un thème bien précis parce que pour moi, j'avais besoin de ça pour faire travailler mon imaginaire. Et pendant 15 ans, donc j'ai fait ça, cette petite mécanique des concours et d'écriture de nouvelles. Et puis, la révélation avec le roman, je me sentais jusque-là pas capable d'écrire quelque chose de long. Pour moi, quand j'écris 10 pages, c'est déjà beaucoup. Donc le roman me faisait peur, j'avais un complexe vis-à-vis de la taille du roman. Et puis finalement, pour passer outre ce complexe, quand j'ai écrit Le Liseur, j'ai fonctionné comme quand j'écris des nouvelles. J'écrivais chaque chapitre comme une nouvelle. Ça me permettait d'avancer sans avoir le vertige. Et puis maintenant, j'y ai pris goût. J'arrive à assumer ce statut d'écrivain depuis peu finalement, parce que pour moi, je suis toujours un raconteur d'histoire. Le mot écrivain, j'ai toujours du mal avec ça, même si maintenant j'assume. Mais je me positionne toujours comme raconteur d'histoire, avec toujours l'envie d'aller, comme dit Marion, il faut rester à l'os, faut dégraisser quand on écrit le plus possible. Et ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai toujours essayé dans mes écrits de suggérer avec peu, suggérer beaucoup avec peu, finalement, c'est ce qui m'intéresse aussi, choisir les bons mots. Et le plaisir d'écrire reste, même si je ne suis pas un écrivain qui va passer 10 heures par jour devant son ordinateur. Ça, j'ai du mal. J'ai une écriture assez, comment dire, à fleur de peau, donc je peux aller écrire pendant 1 heure. Et puis arrêter, reprendre le lendemain ou plus tard, mais c'est par à coup. J'ai tendance à écrire par à coup, sauf quand vraiment je me plonge avec mes personnages, comme ça a été le cas encore cette fois-ci avec Malamute pendant le confinement, où j'ai vraiment réussi à m'obliger à une discipline d'écriture. Tous les matins, j'allais sur mon ordi et je me lançais dans l'écriture pour toute la journée.
Et j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu déjà avec les romans précédents, parce que les personnages finissent par vous hanter, mais ils ne vous quittent plus, vous les avez toujours en tête. L'histoire, elle tourne, elle n'arrête pas, c'est comme une pelote qui roule, et il faut tirer le fil tous les jours pour la dérouler, et c'est un bonheur, hein. Et Malamute, c'était encore plus intense dans ce sens où j'ai écrit, où le lieu où se déroule l'action, c'est l'endroit où je vis, donc c'était encore plus agréable. L'écrin dans lequel j'ai immergé mes personnages, il était autour de moi. Donc, c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi. Comment vous gérez en ce moment, Jean-Paul, justement, est-ce que déjà vous écrivez encore des nouvelles depuis les 4 romans? Est-ce qu'il y a encore des nouvelles qui sortent? Je sais qu'il y a un recueil qui est sorti, Macadam, il y a peu de temps. Mhm. Mais est-ce que vous Mhm. continuez à écrire des nouvelles ou au contraire, le roman vous a happé et vous a englouti totalement? Non, bah, pendant l'écriture du roman, oui, je suis englouti par le roman, je ne peux pas écrire deux choses à la fois. Mais là, par exemple, je suis dans une période où je me suis remis à l'écriture de nouvelles, parce que c'est quelque chose quand même que j'ai en moi et que j'adore ça. Donc, la nouvelle, c'est du travail de minutie que j'aime beaucoup. C'est un peu, il y a de l'artisanat dans l'écriture de la nouvelle, aussi dans le roman, mais c'est différent. La nouvelle, vraiment, je me tiens à, chaque mot est vraiment très important. Et là, en ce moment, je suis en plein dedans, donc je viens d'en écrire deux, je suis en train d'en écrire une troisième, et dans l'espoir peut-être d'éditer un autre recueil, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je sais que Marion aussi, c'est Marion d'ailleurs qui m'a fait le plaisir de me proposer l'édition de Macadam. Elle voulait vraiment que les gens me découvrent en tant que nouvelliste. Et là, j'ai aussi l'espoir qu'on va pouvoir peut-être en écrire un autre. Mais, Et là, j'ai... Oui. oui, 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 ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce que Jean-Paul a dit tout à l'heure quand il racontait sa vie avant le liseur du 627, c'est qu'il faisait plein de concours de nouvelles. Mais comme vous avez remarqué qu'il est très modeste, il ne vous disait pas qu'il gagnait plein de concours de nouvelles, parce qu'en fait, il a gagné quasi tous les concours qu'il a fait. Donc, comme ça, quoi, il est incroyable, parce que c'est une carrière souterraine, mais qui est incroyable. Donc, en fait, moi, j'ai voulu publier ces nouvelles lauréates, les nouvelles qui avaient gagné des concours. Et il y en a, donc on en a choisi pour faire un recueil à une douzaine de nouvelles, parce que je crois que c'est la bonne distance pour les recueils de nouvelles. Mais un jour, on fera les intégrales avec la totale. Mais effectivement, il y a d'autres nouvelles à publier déjà parmi les lauréates. Et puis, justement, on en reparlait et Jean-Paul va en ajouter de nouvelles. Donc oui, il y a un recueil de J'y nouvelles, travaille, Marion. voilà, à mon avis, qui paraîtra l'année après Malamute. Hein, enfin bon, en tout cas, moi j'aimerais bien parce que j'en ai lu, j'ai en mémoire les nouvelles qui ont été lauréates de prix et qu'on n'a pas encore publiées. Et il y en a, il en reste près une dizaine, non, Jean-Paul, encore. Un peu moins, je pense. Un peu moins peut-être. Mais là, ouais, mais j'aurais écrit des nouvelles, tu verras. Nous, on publie beaucoup de nouvelles au Diable Vauvert, en fait, depuis le début. Alors, ça ne se voit pas forcément parce que d'abord, on publie des auteurs. Quasiment tous les auteurs qu'on a publiés, on a publié leurs nouvelles et quand ils font du théâtre ou des scénarios, on publie également leur théâtre ou leurs scénarios. Et on a beaucoup d'auteurs qui sont des très grands novellistes. Je pense évidemment à Thomas Guncy, qui lui aussi a fait pendant 20 ans exclusivement des nouvelles, a écrit exclusivement des nouvelles et qui est pour moi un maître, hein, de la même façon que Vincent Ravalec, dont on a publié l'intégrale des nouvelles. Et on l'a fait, alors Vincent Ravalec, il a 60 ans aujourd'hui, c'est un écrivain qui a tellement incarné la nouvelle génération des écrivains d'aujourd'hui qu'on le pense toujours jeune, sauf que c'est un écrivain qui a maintenant une œuvre de 40 ans et qui est, pour moi, avec Guncy, c'est parmi les plus grands novellistes francophones. Donc, on publie aussi les nouvelles de Poppy Bright, qui a gagné tous les prix de l'imaginaire avec ses nouvelles qui sont extraordinaires. Donc, on a évidemment Neil Gaiman. Alors, Neil Gaiman, lui, on publie des gros recueils de nouvelles de 400-500 pages à peu près. Il fait des compilations tous les 5 ans à peu près. Et ces nouvelles sont un pur prodige. Autre grand livre de nouvelles qu'on a publié, c'est l'intégrale des nouvelles d'Ayerdal, après sa mort. Et je crois que moi, ce que j'adore dans ces recueils intégrales, c'est que je trouve que c'est à travers la nouvelle qu'on voit vraiment l'immensité d'un écrivain.
l'immensité de son imaginaire, la diversité de son imaginaire, la diversité de ses moyens stylistiques, son rapport à la contrainte, à la liberté, donc, parce que le rapport à la contrainte, c'est un rapport à la liberté. Et de ce point de vue-là, les nouvelles de Jean-Paul, moi, c'est ce qui m'a impressionné chez Jean-Paul immédiatement, hein, c'est arriver à une maturité pareille, une perfection pareille de ses nouvelles et de sa voix. Comme il dit, chaque mot compte. Immédiatement, alors qu'il vous l'a raconté, il n'était pas, il a écrit sur le tard. Il portait vraiment ça en lui depuis très longtemps. Et puis, il y a une maturité humaine, enfin, je veux dire, une densité humaine dans ses textes. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la nouvelle chez nous, c'est aussi important que le roman, en fait, même si on en parle moins. Et moi, je suis persuadée que c'est un très grand genre et que les nouvelles se vendent. Hein, les nouvelles se vendent, contrairement à ce qu'on raconte. Il suffit seulement que les éditeurs en publient plus et en parlent mieux. C'est bien lancé. En effet, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les nouvelles en France ne sont pas forcément un genre qui se vend bien. Beaucoup d'éditeurs nous l'ont aussi confié. Alors Jean-Paul, maintenant Malamute. Malamute, c'est un quatrième roman. Un roman qui ne ressemble à aucun des trois autres. Une fois de plus, vous êtes allé vers autre chose. J'aimerais connaître votre secret pour vous réinventer à chaque fois. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de nécessité de changer de cap? Je ne me pose pas vraiment la question. Pour Malamute, j'avais quand même envie depuis un certain temps de faire une... Je suis assez fan de ces romans qu'on appelle rural noir, comme peut écrire Franck Bouys. J'ai un auteur voisin qui est plus célèbre que moi et qui est très fort dans ce genre de littérature, qui est Pierre Pelot. Assez sombre. Après, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'alterner le sombre et le clair, le lumineux et le drame. Et j'avais envie aussi d'écrire une histoire qui se déroule dans mes Hauts-de-Vosges, là où j'habite, parce que je trouve que le cadre s'y prête. Et donc, c'était le moment, l'histoire s'y prêtait vraiment aussi. Et je voulais pas rater cette occasion-là. Donc, pour une fois, je me suis lancé dans cette écriture. C'est difficile à dire. J'ai vraiment le sentiment d'avoir travaillé comme jamais j'avais fait, quoi. J'ai voulu structurer ce livre d'une manière très, très construite parce qu'il fallait que ça fonctionne. Et donc, ça m'a demandé pas mal de travail à ce niveau-là. Je n'étais pas sûr du résultat. Et quand je l'ai fait lire, une des premières lectrices, c'est mon épouse, elle m'a dit ça fonctionne vraiment très bien. J'étais ravi parce que je n'étais pas sûr que l'ordonnancement des chapitres, etc., ne plaise. Et en fait, ça a fonctionné, donc j'étais ravi. Mais moi, ce qui m'intéressait, oui, c'était vraiment, avant les personnages, le cadre en lui-même. C'était déjà le début du travail. Et ensuite, après, j'ai toujours la même manière d'aborder mes personnages. Il faut avant tout, déjà, je les baptise. Il faut que je retrouve un prénom. Tant que je n'ai pas donné un prénom à mes personnages, je n'arrive pas à les créer. Il faut que je les baptise à tout prix. Et ce travail de recherche du prénom, c'est toujours un petit plaisir que je m'autorise. Je peux passer des fois beaucoup de temps pour un simple prénom comme Germain, ce vieil homme. Eh ben, ce prénom de Germain, je trouvais qu'il lui allait bien. Et une fois que je l'ai baptisé, je peux vraiment partir là-dessus et le construire. Et j'ai aussi tendance, bien sûr, j'aime réparer mes personnages. Donc pour les réparer, il faut que je les cabosse. Alors je leur fais des fêlures, je les laisse patauger dans leurs problèmes pour pouvoir les résoudre après. Et puis, je prends toujours aussi des solitudes, des personnages solitaires, et je les fais vivre ensemble, se confronter, s'aimer, se haïr, et pour qu'à la fin, ils se réparent entre eux. Alors, la réparation peut prendre des tournures très différentes, hein. Ça peut être parfois dramatique, hein, comme c'est un peu dans le cas de Malamute. Il y a un des personnages qui se trouve réparé, mais d'une manière assez dramatique, et puis pour d'autres, ça peut être l'amour qui va réparer, ça peut être voilà, beaucoup de choses. Alors, pour ma part, pour certains, nous l'avons lu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, est-ce que Marion ou vous, Jean-Paul, pourriez nous faire un pitch, sans dévoiler évidemment une intrigue, mais avec ces deux époques particulières, puisque là aussi, vous avez joué sur la temporalité, et c'est quand même extrêmement important de souligner.
c'est vrai, j'oublie souvent d'en parler, mais c'est très important. C'est vrai que le roman se passe sur deux périodes différentes. Une période qui se passe dans les années, fin des années 70, période que l'on découvre à travers le journal d'une jeune femme, une jeune femme étrangère, qui a vécu dans ce village dans les années 70, et puis la période actuelle qui se passe en 2015, avec les trois personnages du roman qui vont dérouler leur vie à ce moment-là. Alors, les personnages principaux, ben, il y a ce vieil homme qui s'appelle Germain, qui est un solitaire taiseux, qui ne vit pas vraiment au centre du village. Lui, il vit plutôt en retrait parce que la compagnie des hommes, c'est pas vraiment son truc. Lui, c'est un solitaire, un ancien forestier. Il aime la solitude. Il a son caractère qui est quand même un peu bourru. Il peut être rude, un peu comme le climat chez nous. Hein. Donc, c'est pas forcément quelqu'un a priori qui n'est pas forcément très sympathique, alors qu'il l'est, bien sûr. Il a un gros cœur. On va le découvrir au fil des pages. Et puis, ce vieil homme, ben, je lui ai donné, je l'oblige à vivre avec un jeune homme qui va devenir son colocataire le temps d'une saison, parce que la fille de Germain est inquiète parce qu'il vieillit quand même pas très bien. Donc, elle a envie, elle l'oblige à supporter une présence qui va pouvoir le surveiller durant cette saison d'hiver. Donc, ce jeune homme qui est un parent éloigné va vivre avec lui, ce jeune homme est aussi un solitaire avec aussi des fêlures. Il a aussi ses propres problèmes. Et puis à côté, un troisième personnage qui est une jeune femme, jeune voisine, qui est venue habiter la ferme voisine, une ferme qui n'était plus habitée depuis fin des années 70. Et cette jeune femme mystérieuse eh ben, va former un trio avec les deux premiers personnages. Et ces trois personnages-là, tout au long du roman, vont se débattre avec chacun leurs problèmes. Hein. Le vieil homme, il a un énorme remords qui l'empêche vraiment de vivre et qui lui, comment dire, qui le hante. Le jeune homme, lui, il a également son fardeau qui est un petit fantôme qui l'accompagne tous les jours et qui le hante perpétuellement. Et puis la jeune femme, elle est à la recherche d'un passé pour découvrir qui étaient vraiment ses parents. Donc elle est à la recherche du passé. Et puis, par-dessous tout ça, quelque chose de très important qui va arriver pendant le roman et qui ne va plus le lâcher, c'est la neige. La neige, une neige qui va s'accumuler, qui ne va pas cesser de tomber. Et cette neige-là, plutôt que de recouvrir, d'enfouir tous ses secrets, va au contraire les faire ressortir un peu comme le gel, faire sortir les pierres qui fait remonter les pierres à la surface des champs lorsque ça gèle fort. Et là, c'est un peu la même chose. La neige va faire ressortir les problèmes, le passé également qui va revenir. Et puis en filigrane de tout ça, tout au long, que ce soit dans le passé, dans le journal de cette jeune étrangère qui a vécu là dans les années 70, et actuellement, en filigrane, il y a la bête. La bête, mi-loup, mi-chien, qui va être là, présente. Sa présence est toujours à la limite des champs de vision. Hein. On ne la voit jamais vraiment, mais elle est là. On la voit sur la couverture. Alors, c'est un livre qui est dur. On la voit oui, on voit l'empreinte. Alors, le malamute, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un malamute. Un malamute, c'est un chien de traîneau. Tout le monde connaît les huskies. Alors, c'est comme un husky, mais plus massif. Ce sont des chiens assez massifs, très affectueux, qui sont très puissants, mais qu'on utilise moins comme chien de traîneau que les huskies parce qu'ils sont moins résistants du fait qu'ils sont plus lourds et ils fatiguent plus vite. Mais par contre, ils sont très puissants. Et pourquoi Malamute là, c'est aussi dévoiler un peu le livre, mais cette jeune femme comment non. Non, on va rien ne dire. le disons pas. Non, le dis pas. Non, je le dis pas. Mais c'est bien, hein. J'admire ton pitch parce que tu as réussi à rien spoiler. C'est dur, hein. Il est dur à pitcher dur, parce que c'est très dur. Ouais. Parce que ne rien en dire, ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette neige qui devient oppressante et qui va faire
que les gens vont se retrouver enfermés dans un huis clos, et que dans ce huis clos, justement, ils vont se confronter et ça va faire ressortir le meilleur comme le pire. Alors, juste. Et, Oui, allez-y, oui, Marion. ce que je voulais dire, c'est que c'est ce qui est incroyable dans ce livre, c'est à la fois, comme le dit Jean-Paul, la dimension oppressante. Et vraiment, dans le début, moi, j'ai pensé des fois à Bordage. Hein. J'étais dans Le Feu de Dieu, Le Feu de Dieu de Bordage, qui est un roman d'anticipation assez noir, qui avait gagné d'ailleurs un prix au livre de poche. Et qui est comme un thriller. Voilà, il a parlé de Stephen King. Il y a une ambiance comme ça, qu'ont les romanciers très puissants, Bordage, King. Et on rentre, Frank Bouis, il y a des accents, et on rentre dans cette nature au début, dans cette oppression d'une nature magnifique, mais oppressante. Et alors la neige, alors peut-être qu'en plus, ça c'est les écrivains qui savent transcrire leur époque, mais quand on lit ce livre aujourd'hui, après 1 an de confinement, on comprend très très bien tout ce qui arrive à tous les personnages du livre, parce qu'il y a quand même tout un village qui se retrouve confiné sous la neige. Et là, il a un regard d'une pénétration, Jean-Paul, qui est assez incroyable, parce qu'il a écrit ça avant, il sort aujourd'hui. Et c'est un roman qui tombe très juste sur la façon dont, dans des périodes comme ça, où on est confiné, solitaire, en huis clos, en fait, les fêlures, les choses cassées, c'est simplement la trace des malheurs personnels qu'ont les gens. Et alors, il y en a de plus ou moins romanesques, mais enfin, globalement, on porte toujours des deuils, des malheurs. Enfin, vivre, c'est avoir des malheurs. Donc, quelque part, ce qui est très beau dans ce roman, je pense que s'il nous répare, nous aussi, lecteurs, c'est qu'on est complètement pris dans cette ambiance. Et qu'en même temps, on rit beaucoup parce qu'il y a plein de personnages merveilleux. Il y a cette écriture de Jean-Paul qui est très poétique. Jean-Paul, il fait de la poésie avec des choses qui sont des lieux communs, c'est-à-dire des choses qui nous appartiennent tous. Et justement, avec ça, il fait de la poésie. Et c'est une des choses que je trouve tout à fait remarquable dans son écriture et qui la rend absolument pas académique et qui fait que c'est vraiment pas un écrivain académique, mais au contraire un grand écrivain populaire, c'est qu'il parle de la langue de tous, des histoires de tous, des personnages de tous, et avec ça, il nous emmène un petit peu ailleurs, voire même beaucoup ailleurs, mais je ne veux pas spoiler non plus, mais vous verrez, quoi. Et ce livre est un peu un sommaire, hein. Il y a beaucoup de critiques qui disent c'est encore mieux que le Liseur de Servan-7, etc. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose d'extrêmement mûr, avec cette construction implacable en plus. Alors Jean-Paul, il y a 2 stars dans le roman. Il y a cette fameuse cette neige, certes, mais aussi cette fameuse vallée du Voljou. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce lieu que vous connaissez, j'imagine, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous habitiez là, mais quelle est la caractéristique principale de ce lieu? Alors déjà, pour revenir à la genèse de la Voljou, du nom du village, moi j'habite un village qui s'appelle La Bresse, et qui a une forme un peu, la vallée part en Y, c'est-à-dire que ça se sépare en 2 vallées. Il y a la vallée de Vologne, la Vologne, et puis la vallée du Chajou, qui sont 2 rivières. Et donc, pour pas faire de jaloux parmi mon village, et je voulais pas reprendre le nom réel du village, je voulais l'inventer. Donc j'ai fait un mix entre les deux, et j'ai appelé ça la Voljou. Et ce qui m'intéressait, au niveau du cadre, ce qui m'intéressait, j'ai repris par contre vraiment le cadre dans lequel je vis, est celui du roman. Donc, on a des forêts, on a des lacs, on a du tourisme. C'est une petite station de sport d'hiver, mais qui vit beaucoup du tourisme, avec les saisonniers en hiver et même en été. Il y a un tourisme d'été également. Et ce tourisme-là, le village en a besoin. Sans lui, il est anémié. Donc, ça fait partie de l'économie locale. Et j'ai mis tout ça dans ce livre également, parce que ça, par contre, c'est du vécu, quoi. Moi, je vis ça tous les ans. J'ai des amis qui vivent de la neige, j'en connais qui vivent beaucoup du tourisme. Et donc je tenais aussi à mettre ça en avant, comme le métier de dameur, d'ailleurs. J'ai eu la chance, je connaissais quelqu'un qui fait ce travail-là, donc je lui ai demandé l'autorisation, s'il était OK pour me prendre avec lui dans sa machine pour damer les pistes. Et j'ai passé une nuit à bord d'une dameuse pour vraiment vivre ça
touché du doigt ce travail-là. J'ai vraiment pris un pied intégral à vivre ça dans ces machines énormes qui sont les dameuses. C'est impressionnant de voir, malgré leur taille et leur puissance, la douceur avec laquelle ça se propulse sur la neige. Et ça, j'avais besoin de ça aussi pour écrire, même si ce n'était pas vraiment nécessaire à 100%, mais ça m'a permis vraiment de toucher du doigt ce travail-là. Jennifer ou Franck? Je fais toujours la même blague. Il faut allumer le micro. Oui, c'est bon. Franck. Donc on trouve le bouton du micro. Ouais, d'accord. Oui, bonsoir. J'aurais une question. J'imagine que quand vous écrivez le roman, vous avez un point de départ et puis une chute et l'idée de ce que vous voulez en faire. Cependant, ma question est, quand on met des personnages comme ça dans un bocal, est-ce qu'ils font toujours ce qu'on souhaite ou des fois est-ce qu'ils se rebellent? Oula, ouais. Bonne question. Bonne question. Et c'est souvent le problème que l'on rencontre. Comme je dis, les personnages au début, je lui donne un prénom. Une fois qu'il a ce prénom, je vais le construire tout doucement. Je vais lui mettre de la chair. Et puis petit à petit, il va vraiment finir par me hanter. Quand je dis hanter, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que je vis avec un réel, quasiment. Quand vous passez pas 24 heures, mais presque de temps avec vos personnages, ils deviennent réels. Et le gros danger, c'est que parfois, ils peuvent vous emmener dans des chemins qui n'ont plus grand-chose à voir avec le livre, juste pour vous faire plaisir. Et puis, vous avez plaisir à écrire, à prendre un chemin de traverse pour avancer. Et là, c'est pas bon. Il faut vraiment se tenir au schéma qu'on s'est mis d'origine, parce qu'on a vite fait de partir dans des chemins de traverse qui peuvent perdre à la fois le lecteur et même l'auteur. Donc ça, c'est toujours assez une difficulté à éviter. Ça m'était arrivé parfois avec le liseur, le premier manuscrit, Marion pourrait peut-être en parler, mais il était beaucoup plus long, il faisait 10 chapitres de plus, 100 pages de plus, donc je l'ai réduit, parce que c'était des chapitres finalement, malgré que j'avais pris énormément de plaisir à les écrire, je m'étais vraiment amusé à le faire et je trouvais que c'était vraiment sympa, mais finalement à l'arrivée, il n'apportait rien à l'histoire du livre, et il avait tendance à alourdir le livre. Et c'est à ce niveau-là que j'ai aussi appris à dégraisser, même si j'ai tendance à ne pas écrire de toute façon long. Moi, je reste nouvelliste, donc j'écris plutôt bref, dans la concision. Mais même dans la concision, il faut faire attention, on a vite fait de se laisser embarquer par ces personnages. En même temps, on s'y attache à tel point que lorsque j'ai fini l'écriture d'un livre, ça m'est arrivé à chaque fois, à chacun de mes romans, à la fin, une fois que j'ai mis le mot fin, et les jours qui suivent, je ne suis pas très bien. Je pense que je ne vivrai jamais un baby blues, mais je pense que ça y ressemble. Je suis dans le même genre de blues que peuvent ressentir une femme qui vient d'accoucher et qui n'a plus ce bébé en elle. Et voilà. Et moi, c'est un peu la même chose. Quand j'ai terminé l'écriture d'un livre, j'ai une semaine en général où je ne suis pas très bien. Une sorte de baby blues d'avoir perdu mes personnages. Ils sont là, d'accord, mais ils ne sont plus vraiment avec moi. Et c'est assez amusant d'ailleurs. Et on refile le problème du coup à Marion qui doit justement se charger de ces personnages. Et justement, vos rapports sur le texte avec Jean-Paul, Marion, comment se passe-t-il? Comment travaillez-vous ensemble? Alors déjà, il faut dire que ce dont parle Jean-Paul, c'est son premier roman. Et que le travail d'un éditeur avec un auteur, il évolue évidemment sur le terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est drôle d'ailleurs, Jean-Paul, parce que tu vois, je vais te parler de Christophe aussi. Jean-Paul, ce qu'il a fait pour son premier roman, donc il vous a raconté, il était novelliste, il était très percutant, il a des textes très diversifiés, donc un imaginaire multiple et incroyable, et en même temps, chacun des textes brefs. Donc quand il s'est dit mon premier roman, il avait cette espèce de complexe du novelliste qui a jamais écrit grand. Et il s'est dit, faut que je fasse un vrai premier roman, quoi. Donc 500 pages, un vrai truc, Guerre et paix, Tolstoï, vous voyez. Et ce qui est drôle, et du coup le travail, mais moi je peux vous dire, mais vraiment, croyez-moi, quand j'ai lu Le Liseur sur 27, d'ailleurs, tu t'en souviens, hein, Jean-Paul, bon, il y avait un premier chapitre qui était extrêmement noir, très beau, mais extrêmement noir.
et qui était totalement décalé par rapport à l'histoire qui allait arriver après. Donc, je me suis dit, non, on ne peut pas rentrer dans ce livre là-dessus. Et surtout, à un moment donné, au 3e chapitre, je crois, commençait le liseur du 6h27. Donc là, je me suis dit, bon, il faut commencer là. Et en fait, comment vous dire, au fur et à mesure que je le lisais, il y avait des choses qui s'enlevaient toutes seules. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait le liseur du 6h27. Tous les chapitres, tout. À une autre personne. C'était la première personne. Mais c'était le même livre. Et j'ai rendu ce manuscrit à Jean-Paul en lui disant, écoute, alors je l'ai prévenu avant parce que ça ne se fait pas, si vous voulez, parce qu'il me donnait, je ne sais plus, 400, 500 pages. Oh non, ouais, 300. 300, ouais. enfin, c'était sur le manuscrit, peu importe, mais si vous voulez, moi j'avais l'impression d'en avoir enlevé la moitié, quoi. Et je lui disais, mais écoute, j'ai fait un truc, essaye, tu lis juste les pages que j'ai laissées et tu mets de côté le reste, ça te resservira. C'est pas que ce soit pas bien ni rien, mais il y a cette histoire au milieu. Et en fait, c'est là qu'il a lu le liseur qui était débarrassé d'en fait. Oui, c'est ça, il avait mis des couches comme un oignon pour le protéger. Et au milieu, il y avait le liseur. Et là, tu l'as changé de personne. Tu l'as mis à la 3e personne. C'est vrai que pendant longtemps, avant même de commencer l'écriture du liseur, je n'arrêtais pas de me poser la question, est-ce que le narrateur parle à la première personne ou est-ce que je mets à la 3e personne? Et longtemps, j'ai hésité. J'ai commencé à écrire des deux manières. Et après, j'ai dit, bon, je vais mettre tout à la première personne. Je trouvais que c'était plus fort, plus puissant. Et puis à l'arrivée, quand tu m'as dit déjà qu'il fallait que j'en enlève parce que j'en avais trop mis, et tu m'as dit, il faut être plus dans l'action. J'étais trop dans le ressenti. Et du coup, quand j'ai enlevé ces chapitres qui étaient inutiles à l'histoire, et j'ai tout réécrit. Ça, au début, ce que j'ai eu du mal, j'avais peur que ça soit douloureux. C'est eu un plaisir de cette réécriture, de passer de la première personne à la 3e personne, était vraiment un plaisir. Et je m'y suis tenu, j'ai bossé, je me souviens, pendant une semaine. J'ai travaillé dessus, ça m'a pris une semaine pour tout reprendre, tout réécrire à la 3e personne. Et je me souviens, je t'ai renvoyé le manuscrit. Et j'ai attendu parce que tu répondais pas. J'étais inquiet. J'avais une grosse inquiétude. Et en fait, je te l'avais renvoyé en PDF sur une adresse mail dans laquelle tu n'allais plus. Et quand on s'est revu quelques mois plus tard, je t'ai dit, mais tu m'as toujours pas répondu. Mais tu m'as dit, j'ai rien reçu. Et je te l'ai renvoyé tout de suite après. Et là, quelques jours après, tu m'as appelé et tu as dit, on édite, on touche à rien, c'est nickel. Et là, j'étais. Voilà. Et alors, c'était le début de l'aventure, de l'autre aventure. Mais ce qui est vrai, c'est que souvent, c'est arrivé également à Christophe Siebert. Christophe Siebert, c'est l'auteur de Métaphysique de la viande et surtout de Images de la fin du monde. C'est un auteur dont on parle de plus en plus. Et qui est un poète, qui a beaucoup écrit. Et puis qui, pareil, avait écrit des romans courts, assez noirs, assez référentiels aussi. Et qui s'est dit, et qui savait que je suivais son œuvre, mais qui s'est dit, pour envoyer un manuscrit au Diable Vauvert, il faut réussir un vrai gros roman, quoi. Et il m'a envoyé en fait un texte qui faisait 500 pages et qui était tellement touffu, il y avait 10 romans dans ce texte. Et en fait, voilà, de la même façon, il se mettait une pression considérable à l'idée de faire un premier roman. Jusqu'à présent, il avait écrit des poèmes ou des textes plus courts, et il se mettait une considérable écrire donc ça, si vous voulez, c'est ce qui arrive sur le premier roman. Mais quand vous l'avez fait, le Jean-Paul Didier Laurent d'aujourd'hui, le travail aujourd'hui, c'est un travail de relecture d'orfèvre à l'oreille. Moi, je lis les livres de Jean-Paul. Bon, d'abord, je les lis, j'essaie de les lire lentement quand il me les envoie, parce que sinon, j'ai tendance à les dévorer. Alors, j'essaie de garder quand même un stylo. Et puis, je réagis en fait aux scories, bien sûr, aux choses qui pourraient me déranger. Donc, souvent, d'ailleurs, c'est lu 2 fois. Une fois sur la tablette très vite parce que je suis impatiente. Et puis surtout, je suis comme tout le monde. Je me fais tellement choper par l'histoire que j'écoute plus vraiment. Et il y a toujours une lecture à l'oreille avec le stylo. Et là, d'abord, je me permets que des suggestions. C'est-à-dire que pour moi, ce que l'éditeur note, il faut que l'auteur le reçoive et l'entende, parce que c'est l'auteur qui décide. Mais je me permets de noter comme ça ce qui peut à l'oreille coincer. En plus, il y a ce que j'adore, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'adore le fait que Jean-Paul soit si juste par rapport à la réalité. Bon, c'est vrai que
au Diable Vauvert, on est un éditeur. Moi, je publie des textes qui sont des textes du réel. Hein. J'aime même quand c'est de la science-fiction, du fantastique, c'est toujours une littérature du réel. Et c'est ce que j'ai choisi de publier, c'est ce que j'aime particulièrement. Donc, j'adore Irving Welsh, par exemple, qui fait aussi un travail sur la langue orale, sur les vrais matériaux des gens, quoi, de la réalité. Et j'adore ça chez Jean-Paul. Et donc, il le fait avec très peu de mots. Il y a une vraie musique et très poétique. Moi, j'essaye d'écouter ça et de noter ce qui pourrait... Mais objectivement, sur Malamute, j'avais quoi? Il n'y avait même pas une remarque par page. Comment vous dire, l'auteur ensuite, je crois que quand le temps avance et que lui, il devient, vous savez, c'est lui l'écrivain, il est meilleur que tout le monde pour ce qui est de son œuvre. Donc, l'éditeur, on est un peu comme l'entraîneur, si vous voulez, le coach sportif. Quand vous avez évidemment un grand sportif au début de sa carrière, vous avez besoin de lui dire peut-être là, si tu redresses ton pied ou si tu... Vous voyez. Mais une fois qu'il est le champion du monde, LeBron James, si vous entraînez LeBron James, vous n'avez pas grand-chose à faire, à part sans doute veiller à ce qu'il ait le moral, à ce qu'il soit bien, à ce qu'on défende son livre bec et ongle, à ce qu'il ait confiance en nous. Et je pense vraiment que le travail d'un éditeur avec un auteur, plus il arrive à maturité, plus c'est de lui donner du confort de travail et de vie et de la reconnaissance, et surtout de se battre à mort pour que ces livres soient lus, c'est-à-dire faire notre boulot, plus qu'un travail de direction littéraire précis. Maintenant, Jean-Paul, il peut apprendre aux autres comment on fait plutôt. La comparaison avec le sport est très juste, Marion. Oui. Oui. La comparaison avec le sport est très juste. Je reviens sur cette question de narration. Là, pour le coup, la narration est à la première personne pour le journal de Pavlina. C'est une évidence puisque c'est un journal. Mais à la troisième personne pour le récit de Basile et de Germain. Justement, est-ce que vous aviez eu un débat par rapport à ça, par rapport à ce changement de ton? Ça aurait pu être l'histoire de Germain à la première personne, par exemple. Oui, mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était ce contraste entre mêler un récit à la première personne et les autres à la troisième. Je ne pouvais pas tout écrire, j'aurais tout écrit à la première personne, chose qui est arrivée avec le liseur, avec le journal de la Dame Pipi qui est à la première personne et le liseur qui parle à la troisième, dont on raconte l'histoire à la troisième. Ça permet aussi de mieux distinguer, de moins mélanger les choses. C'est aussi première chose à laquelle j'ai pensé, c'est celle-là. Donc, et puis le journal, c'est intime et l'écriture à la première personne, c'est quelque chose de très agréable, qui est, j'ai envie de dire, plus naturel, parce qu'on écrit à la première personne un peu comme on parle. Donc ça demande un travail différent que celui de l'écriture à la troisième personne. Et Germain, que ce soit Germain, Basile ou Emmanuel, les trois personnages principaux, j'étais obligé de les mettre de toute façon, faire le récit à la troisième personne pour chacun d'eux. Ouais, avec ce narrateur omniscient qui permet de véritablement voir le village. Après, les nouvelles que je suis en train d'écrire, par exemple, j'alterne. Certaines nouvelles, je trouve que la première personne convient mieux que la troisième, et d'autres, c'est l'inverse. Mais c'est souvent question, avant de démarrer l'histoire, c'est la première question que je me pose, en général. Quelle va être, à quelle sauce je vais commencer à raconter cette histoire? Est-ce que je prends un jeu personnel ou une troisième personne un peu de distance? C'est une question très importante à laquelle je dois à chaque fois répondre. Mais on pourrait écrire la même histoire de deux manières différentes. Elle serait perçue de deux manières différentes, complètement. Est-ce qu'il y a eu cette volonté d'avoir un narrateur omniscient qui verrait le village un petit peu en hauteur? Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Pour les descriptions, entre autres, même si quand je parle à la troisième personne, je suis quand même dans la tête de Germain, si c'est Germain, ou dans la tête de Basile, si c'est Basile, ou dans la tête d'Emmanuel, quand c'est Emmanuel. J'essaye quand même de me mettre à la place du personnage, avec un peu de recul, mais je suis quand même à sa place. Pendant tout le roman, je me suis demandé
Pardon Marion, allez-y. Non, je voulais dire que l'art des points de vue et les techniques d'écriture variées, bon, ça c'est. Je pense par exemple à Pierre Bordage qui explore comme ça, mais on pourrait prendre Aragon qui est le maître du discours intérieur dans une narration à la troisième personne et qui revient dans l'espace intérieur, ou Vincent Avalek a cette souplesse-là aussi. Donc il y a plein de techniques à portée de main pour faire un livre. Là, mais je crois qu'un romancier, un artiste, en fait, il y a aussi la part, comme pour nous quand on agit, hein, la part de l'inconscient, la part du spontané ou de l'intuition. Je crois vraiment que voilà, de l'intuition. L'intuition, c'est quand notre cerveau va plus vite que notre conscience, hein, tout simplement. C'est ça l'intuition. Donc, notre cerveau, il est lent, la conscience, elle est lente. Mais tout ce qu'on fait de façon inconsciente, on va très très vite. On est un ordinateur multirapide et central, tous autant qu'on est. Donc, à mon avis, le choix du narrateur omniscient, vous y revenez à juste titre, il était fatal, il était constitutif du roman, parce que c'est ce qui donne cette espèce de notion de malédiction. D'ailleurs, il y a ce personnage du curé absolument truculent, et vous trouverez d'ailleurs des curés, parce que Jean-Paul fait des curés extraordinaires. Il y en a un dans Macadam, le recueil de nouvelles qu'on a déjà publié, et il y a un personnage de curé formidable. C'est pas un hasard que ce soit un personnage de curé très drôle, mais c'est lui qui parle de la malédiction. Et alors, c'est là que je trouve que ça rencontre vraiment des vraies problématiques de fond, quoi, de notre société d'aujourd'hui, de notre civilisation. On est dans la conscience de la malédiction, là. C'est une malédiction, c'est la neige et pas le réchauffement climatique, mais c'est une malédiction, la nature vient réclamer son dû, quelque part. Sauf que c'est de façon plus fantaisiste dans le roman de Jean-Paul, mais je crois qu'il fallait absolument ce que vous signalez, c'est-à-dire une narration à la troisième personne qui donnait cette impression de chape sur le village. Le même roman dit de l'intérieur devient tout différent, peut-être une histoire plus psychologique. Et là, on est dans quelque chose qui a tout de la tragédie grecque aussi, quelque part, avec légèreté. Jean-Paul, pendant tout le roman, je me suis demandé de quel personnage vous étiez le plus proche. Est-ce que véritablement, et notamment par rapport à cette petite anecdote dans le livre sur la 108e minute du film Les Grandes Gueules, est-ce qu'il y a quelque chose de personnel là-dedans? Est-ce qu'il y a une histoire là-dessous? Au niveau du film des Grandes Gueules? Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un film qui a quand même marqué la vallée dans laquelle je vis, parce qu'il a été tourné un peu partout autour du village. Et donc, ça a un peu marqué les esprits à l'époque, hein, même si moi, j'étais tout bébé quand ça a été tourné. Mais il reste quelques traces. Il y a un bar dans un village à côté qui s'appelle le bar Les Grandes Gueules. Et puis ce film, ce western forestier a mis en valeur aussi, a beaucoup aussi joué sur l'endroit. C'est vrai que l'action se déroule toujours au milieu de la forêt, entre autres, avec des paysages. C'est un western nordique. Et j'avais envie de mettre une petite touche de ça. J'ai le père d'un ami qui a joué figurant dans ce film, et je me suis servi de cette idée pour Germain, parce que je trouvais marrant. Et le père de cet ami, justement, lui, il avait pour rôle, c'est un des forestiers qui montre à Bourville comment on descend la Schlite remplie des bûches pour les ramener sur le chemin. Et c'est des choses qui m'avaient marqué, qui m'intéressait de mettre dans le livre. Ça nourrissait aussi un peu le personnage de Germain, parce que voilà, ça lui donnait aussi un peu de consistance en plus. Et concernant le personnage pour lequel vous êtes le plus proche, vous vous sentez le plus proche? Alors, j'ai toujours du mal avec ça, parce que je les aime tous en même temps, donc physiquement, il n'y en a déjà aucun qui me ressemble, que ça soit, j'ai pas l'âge de Germain, j'ai pas l'âge de Basile, je suis un homme, je suis pas, voilà, pas comme Emmanuel, donc j'ai un peu de moi dans chacun d'eux, finalement. Mais lequel je me sentirais le plus proche?
Est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez peur d'être, est-ce que vous avez peur de finir comme Germain? Est-ce que, au contraire, vous êtes plus un Basile? Ou un peu des deux, bien sûr, hein. Finir comme Germain, oui, avec le corps qui se dégrade tout doucement à cause de la vieillesse. Mais c'est vrai que c'est malheureusement quelque chose à laquelle je vis avec ça. J'ai dans mon entourage, j'ai des parents qui vieillissent, enfin des beaux-parents qui vieillissent, et ça, c'est une chose à laquelle je suis confronté. Alors Emmanuelle me touche beaucoup quand même, cette jeune femme avec ce passé qu'elle a vécu et j'aurais pas aimé avoir l'enfance qu'elle a eue et elle me touche beaucoup. Emmanuelle me touche beaucoup. Donc c'est vrai que si je devais choisir, je dirais que c'est Emmanuelle qui me touche le plus. Maintenant, c'est pas à elle que je ressemble le plus non plus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance extraordinaire. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, on vivait chichement, mais je me suis jamais rendu compte. Moi, j'étais dans la richesse permanente. On avait une liberté totale. J'avais un sentiment de liberté incroyable, alors que malgré tout, j'avais une éducation quand même stricte, mais qui nous laissait une liberté. On ne se rendait pas compte des barrières qu'on nous mettait, parce qu'on avait le sentiment d'être totalement libre et de vivre pleinement, sans se poser de questions, sans aucun souci matériel. Et ça, j'ai une chance. J'aurais le choix de revivre une autre enfance. Non, je dirais je veux la même, parce que j'ai vraiment vécu une enfance merveilleuse. Et mes parents étaient... Et mon père était... Pardon. Ton père était... Finissez, Jean-Paul. Oui, mon père était tout le contraire de Germain, dans ce sens où il accueillait tout le monde à bras ouverts. Il avait une écoute incroyable. Ça, c'est une chose que j'ai jamais vue quasiment ailleurs. C'est-à-dire les gens se confiaient à lui naturellement. Il n'avait pas besoin de poser des questions aux gens. Les gens venaient raconter leur vie, parce qu'il avait cette écoute qui n'était pas feinte, c'était une vraie écoute. Et j'étais toujours impressionné de voir à quel point les gens pouvaient se confesser à lui naturellement. Et ça, c'est quelque chose une qualité que je n'ai pas, mais que j'admirais chez mon père. Marion ? Oui, moi je voulais dire par rapport à la ressemblance de ces personnages, non, c'est vraiment un roman. Pour le coup, il n'y a pas de double de Jean-Paul dans ce livre. Mais d'ailleurs, je réfléchis parce qu'en fait, je n'y avais pas réfléchi avant, mais c'est vrai que tu n'es pas l'auteur qui s'écrit dans ces livres. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais il y a pas, bon, évidemment, il y a les auteurs de l'autofiction. Là, tu n'es pas Nicolas Ray, quoi, ça on savait. Mais en plus, il n'y a pas de personnage qui te ressemble vraiment. Et je pense que le personnage qui te ressemble le plus, c'est Emmanuelle, effectivement. Je dirais que tu es gentil comme Basile et que tu as du tempérament comme Emmanuelle. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, ce roman est le personnage de ce roman, c'est une femme. Et c'est la championne des dameuses. Vraiment, c'est-à-dire qu'elle conduit. Alors là, je spoil, mais tant pis. Cette fille est une bête, quoi. C'est la meilleure de la station. Et elle est dans un milieu de mecs, et je crois que le milieu des dameuses, hein, je n'ai pas fait de stage, moi, mais enfin, je crois que c'est assez masculin. Et elle arrive, la nana, et elle n'est pas sympa. Hein, c'est-à-dire que vraiment, elle est inabordable. De toute façon, enfin bon, on voit tout de suite qu'elle est armée et que ce n'est pas la fille à qui vous allez pouvoir faire du grain comme ça facilement ou manquer de respect. Donc, c'est une super nana, quoi. Et c'est elle qui porte le livre, en fait. Et moi, quelque part, je trouve que, tu vois, ton côté fort et plein de panache, là, tu ressembles à Emmanuelle. C'est la fille la plus costaud c'est le personnage fort du livre. J'ai un côté féminin, hein, je le cache bien, mais j'ai quand même un côté féminin. Non, c'est elle. C'est elle qui a des épaules de... C'est elle qui a un côté masculin aussi. Ah bah ouais, elle est courageuse, elle est forte. Mais tu sais, quand on me posait la question dans le liseur du 6h27, quel est le personnage auquel je me voyais le mieux, ben, c'était Julie. Étrangement, c'était Julie dans laquelle je me retrouvais le plus. Parce qu'il y avait un décalage entre ce qu'elle faisait, son métier, son travail, et ce qu'elle était vraiment. C'est-à-dire, c'était quelqu'un de cultivé qui aimait bien écrire, qui avait d'autres choses. Et moi, j'avais connu un peu la même chose dans mon parcours. C'est-à-dire, je travaille dans l'administration, un boulot basique. Et à côté de ça, ben, moi, j'aime écrire, j'aime faire du théâtre, faire des choses à côté qui sont complètement différentes du travail alimentaire pour lequel je travaillais tous les jours.
Mais dis donc, mais quand j'y réfléchis, regarde le reste de leur vie, c'est pareil. T'es l'héroïne. En fait, à chaque fois, si on te cherche dans un livre, Oui, mais t'es toujours une fille. Comme quoi, vous me cherchez chez donc la... on a bien raison d'interroger les gens, parce qu'à part ça, Jean-Paul, quand vous le voyez en vrai, pas seulement en visio, c'est un super bel homme, ce qu'on appelle un bel homme, quoi. Vous voyez, des épaules, un bel homme d'ébauche, pas du tout féminin. Enfin, voilà, ça c'est drôle. Ben voilà, J'ai on aura oublié, appris quelque chose ce soir, c'était une confession littéraire. j'aurais dû mettre une chemise à carreaux de bûcheron, je savais que je faisais une erreur. Eva? Et bonsoir à tous et bonsoir Marion, bonsoir Jean-Paul. Jean-Paul, Bonsoir. bonsoir. Vous disiez que vous travailliez, enfin, vous étiez employé dans une administration. Et justement, comment vous faites pour conjuguer à la fois une activité professionnelle, l'écriture et puis tout ce qui tourne autour? Puisque vos livres ont un succès certain, donc je suppose qu'il y a les séances de signature, peut-être aller à l'étranger aussi puisque vous êtes traduit, les Alors, rencontres diverses. jusqu'au liseur, j'arrivais facilement à concilier les deux, parce que l'écriture de nouvelles me prenait finalement pas énormément de temps. J'arrivais à écrire le week-end, j'arrivais à écrire pendant les vacances, je trouvais toujours du temps pour écrire une nouvelle. Donc ça me posait vraiment pas de problème à ce moment-là. Par contre, du jour où le liseur est arrivé avec le succès qu'il a eu, dès le début, j'ai bien vu que là, ça devenait quelque chose de compliqué, parce que soit disponible, soit pour faire radio. Et moi j'adorais ça en plus, parce que j'arrêtais pas de passer, j'étais Cendrillon, quoi. Je passais toujours du carrosse à la citrouille, de mon boulot à ma vie d'écrivain, c'était magique. Mais j'ai dû, au bout d'un moment, j'ai dit, je ne peux plus rester comme ça. J'ai choisi de travailler à mi-temps, donc je travaillais plus que 2 jours par semaine, ce qui m'a permis, bien sûr, à ce moment-là, après, je pouvais facilement faire les salons du livre, avoir un calendrier, un planning assez souple pour pouvoir permettre de faire des rencontres, des signatures en librairie et plein de choses. Donc après, ma vie professionnelle d'origine a disparu petit à petit pour laisser place à la vie d'auteur, qui était... Mais c'était merveilleux, les premiers salons du livre, j'en garde des souvenirs incroyables, parce que tout d'un coup, je me retrouvais dans un monde un peu insoupçonné, je découvrais plein de choses, je découvrais des auteurs que j'admirais, je mangeais avec eux, on pouvait discuter, et c'était magique. Plus, bien sûr, la rencontre avec les lecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, parce que c'est... Le travail d'écriture, c'est quelque chose de très solitaire, bien sûr. Donc vous êtes tout seul, pas tout seul avec vos personnages, mais vous êtes quand même tout seul, tout le temps de l'écriture. Et puis tout d'un coup, quand le livre est fini, qu'il est parti vers les lecteurs, vous vous retrouvez à partager tout ça avec des gens qui viennent vous expliquer votre livre parfois. Donc c'est assez drôle. Et puis tous les gens qui viennent vous trouver, en général, c'est pour vous dire qu'ils ont aimé. Donc c'est jamais pour vous dire qu'ils n'ont pas aimé. C'est rarissime que quelqu'un vienne vous trouver pour vous dire votre bouquin, ça ne m'a pas plu du tout. En général, ils viennent vous voir parce qu'ils ont aimé. Donc c'est toujours très agréable pour l'ego en même temps. Parce que quoi qu'on en dise, les auteurs, moi personnellement, j'ai toujours besoin d'être rassuré. Et la rencontre avec les lecteurs, ça permet de se rassurer aussi, parce qu'on est toujours dans le doute. On aurait envie que les gens aiment votre bébé, donc on fait tout pour. Et quand ils viennent vous dire qu'ils l'ont aimé, ça fait vraiment un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc maintenant, chez Orange, je travaille plus qu'avec parcimonie, j'ai envie de dire. Je travaille chez Orange, j'aurais pas dû le dire. J'ai cité une marque. Mais maintenant, comme je l'ai dit, j'assume le mot écrivain. Écrivain, je l'ai prononcé il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 ans. J'avais une visite chez l'ophtalmo, un ophtalmo à Strasbourg, et quand je suis arrivé, la secrétaire m'a demandé ma profession, et pour la première fois de ma vie, j'ai dit écrivain. Jusqu'à présent, je disais toujours, je suis employé chez Orange. Là, j'ai dit écrivain, c'est sorti tout seul, ça m'a fait tout bizarre dans ma bouche. Et je me dis, elle va tiquer. En fait, non, elle a noté écrivain. Mais moi, personnellement, ça m'a fait très bizarre. Et depuis, j'assume. Maintenant, c'est le premier mot qui me vient à l'idée. Quand on me demande quelle est ma profession, même si pour moi, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier. Écrivain, c'est une passion. Donc, c'est complètement différent. C'est fou cette humilité malgré le succès, puisque le succès est évident. Vous avez gardé cette humilité-là et j'ai l'impression que
vous ne vous êtes toujours pas habitué à cela. C'est toujours une sorte de rêve. Oui, mais en même temps, oui, ça reste pour moi surréaliste encore. Je suis toujours encore un peu dans le rêve, dans le conte de fées. On a beaucoup parlé de conte de fées pour l'aventure du liseur du 6h27, mais je suis toujours dans un conte de fées. C'est vrai que, comme je dis, quand on écrit, on part de rien. Les matériaux, c'est les mots. Vous avez votre imaginaire et vous construisez quelque chose à partir de rien. Et à l'arrivée, ça devient un univers incroyable avec des rencontres incroyables et plein de belles choses qui vous arrivent. Donc, ouais, mais j'ai surtout le sentiment maintenant d'être à ma place sur cette terre. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Un jour de se dire, ça y est, j'ai trouvé ma place, et j'y suis bien et je vais y rester. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Et c'est la plus belle chose qui puisse arriver au monde, je pense. Une des plus belles choses. Ginny? Oui, bonjour à tous. Merci, c'est super beau hein, ce que vous venez de dire. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est pas trop difficile quand vous écrivez un livre, à un moment, le livre, il vous appartient plus, il part avec ses personnages. Les lecteurs s'emparent des personnages, de la vie des personnages, et peut-être, voilà, certains vont être plus importants que d'autres. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Parce que tout à coup, on va vous réexpliquer le livre, mais peut-être que du coup, on va dire, mais non, mais c'est ce personnage-là qui est super important. Voilà, comment vous Oui, mais vivez ça? très bien, parce que je trouve que c'est la magie justement la magie de la littérature. Alors, quel est l'auteur qui disait ça? Un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. Mais il n'y a rien de plus vrai finalement, parce que lorsque le lecteur s'accapare de votre histoire, les personnages que le casting qu'il va se faire en fonction de moi, ce que je lui ai proposé, il va s'imaginer ses propres personnages qui ne seront pas forcément ceux que moi j'imaginais. Et c'est la force des mots, c'est de suggérer. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est suggérer. Et après, le lecteur, il en fait un peu ce qu'il veut. Et il va lui aussi finalement faire un travail d'imaginaire pour s'imaginer cette histoire que moi je lui ai proposée. Mais c'est la magie de la littérature qui, à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment un art plus puissant encore que le cinéma. Le cinéma, on vous impose d'office des choses. J'adore le cinéma, hein. Mais il y a ce sens où l'imaginaire a beaucoup moins de place qu'en littérature, parce qu'au cinéma, on vous impose des choses déjà d'office, le casting est fait, les personnages existent, vous les voyez, vous ne pouvez pas les imaginer autrement. Alors qu'en littérature, si je dis un tel personnage est grand, est maigre, a des lunettes, moi je vais le voir d'une manière, vous le verrez d'une autre manière. Et c'est ce qui fait le pouvoir aussi de la littérature, le pourquoi les gens aiment lire. Avant J'espère. avant de nous faire peut-être une lecture d'un extrait que vous nous avez préparé, Jean-Paul, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous d'ici 5 secondes. Je ne sais pas si Marion peut se... Voilà, magnifique. J'ai remis la... Je l'avais coupé pour avoir mieux le son. Parfait. 3, 2, 1. Tu t'es maquillé? Tu t'es remaquillé? Ouais. Non, j'avais coupé parce que j'entendais mal. Ce que tu disais, c'était très beau. Parfait, c'est bon, merci. Jean-Paul, c'est à vous pour un petit extrait que vous nous avez préparé. Oui, alors, comme je ne veux pas spoiler, finalement, je vais lire quasiment les premières pages du livre. Je ne sais pas combien de temps je dispose. Pas de Je dirais limite, stop Jean-Paul. ou encore. Ouais, Pas de limite. Moi, je vais lire le chapitre. Avant même de quitter son lit, Germain sut qu'elle était là. Les sons feutrés disaient sa présence, tout comme la clarté intense du dehors que peinaient à contenir les volets. Une excitation toute enfantine s'emparait à chaque fois du vieil homme au moment de la retrouver, et il dut réfréner l'envie de se ruer vers la fenêtre. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La phrase préférée que ce trou du cul de Quinet, d'à peine 20 ans, lui rabâchait à chacune de ses visites hebdomadaires. Les bœufs avant la charrue, je sais, grommela Germain pour lui-même. Attendre que le sang irrigue de nouveau l'extrémité de ses membres engourdis, avant même de penser à chausser les pantoufles. Il grimaça. Constater à n'était qu'une ruine, je pense plus terrible encore leur physique.
Il arrivait à envier parmi ses congénères ceux partis vadrouiller au pays des absences sur le continent Alzheimer. L'esprit envolé avant que le corps, l'esprit envolé avant le corps en éclaireur. La tête, pensa le vieil homme, c'est ça le vrai problème. Trop claire, la tête, trop consciente de la décrépitude de tout le reste. À 84 ans, ses sens se délitaient les uns après les autres, insidieusement. Un voile de cataracte devant les yeux, des bourdonnements dans les oreilles, autant de petites morts qui vous mettaient en retrait du monde. Il patina vers la fenêtre. Ses pas allaient gagner en assurance au fil de la journée, mais les premiers mètres restaient délicats à négocier. Se concentrer, avancer un pied après l'autre, un train de tortue pour ne pas finir avec le cul de la charrue par-dessus la tête des bœufs. La lumière vive se rua dans ses rétines en une myriade d'aiguilles lorsqu'il ouvrit les volets. Son flair ne l'avait pas trompé. Elle était arrivée pendant la nuit, précédée la veille au soir par cette odeur propre à elle seule, indéfinissable, qui laissait ce drôle de goût de métal sur le palais. La neige. Près de 20 centimètres d'une neige lourde que venaient caresser les dernières écharpes de brume abandonnées par la nuit. L'hiver refermait ses mâchoires sur l'automne, avant même la Saint-Albert, comme pressé d'en finir. Mais ça ne durerait pas, le vieil homme le savait. Les arbres lui avaient dit, c'était écrit dans leur chair, et les arbres ne mentaient jamais. Il ne fallait voir dans cette précocité qu'un caprice météorologique sans lendemain. En attendant, Germain n'aimait pas ça, cette neige posée sur les dernières feuilles rescapées de l'automne. Yeux plissés, il attendit que ses pupilles domptent l'éblouissement avant de relever la tête. La carcasse mangée par la rouille de l'antique Renault 4, adossée au hangar de la ferme, se parait ce matin d'une robe immaculée. Les marches de granit menant au jardin disparaissaient sous une cascade d'ondulations blanches. Couvert de neige collante, le grillage du vieux poulailler s'étirait en une dentelle délicate. Cette faculté d'embellir les choses, même les plus laides, d'étouffer le fracas du monde, d'adoucir les angles, de combler les creux, d'aplanir les bosses, fascinait l'octogénaire. Même les grands sapins n'étaient plus que rondeurs une fois dissimulés sous leur manteau. Les gens de la ville, tous ces gens de l'asphalte, c'est ainsi qu'il se plaisait à les nommer, ne voyaient en elle qu'un réseau froid et envahissant dont il fallait nettoyer les routes le plus rapidement possible, quand ils ne louaient pas au contraire sa venue à l'approche des vacances, ne comprenant pas qu'elle tarde à arriver. Germain, lui, n'avait jamais considéré la neige autrement que pour ce qu'elle était, une évidence qui revenait chaque hiver recouvrir le massif, une vieille connaissance que l'on devait accepter comme elle était et qui n'avait que faire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Merci Jean-Paul. On a été épargné par les soucis de connexion pour cette C'est lecture, moi. et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'avais une question par rapport au personnage dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez que c'était des personnages cabossés, que vous vouliez... Vous m'entendez mieux? C'est bon, Jean-Paul? Ça devrait être bon là. Ah, ça y est. Ouais, c'est bon. Ouais. Je voudrais revenir sur les personnages cabossés que vous mettez dans vos romans. Vous disiez justement que vous aviez envie de les réparer. Pourquoi cette volonté-là? Pourquoi avoir envie de prendre des personnages déjà en proie au mal ou avec un passé douloureux pour ensuite les réparer? Qu'est-ce qui vous anime dans ce cheminement-là? Bah, peut-être que j'ai loupé ma vocation, j'aurais peut-être dû faire médecin ou je sais pas, réparer les gens, je trouve que c'est quelque chose de noble dans ça et ça me plaît beaucoup. Comme j'aime bien aussi prendre des gens ordinaires et montrer qu'ils sont extraordinaires, aussi de mettre des cailloux dans leurs chaussures, tout d'un coup leur changer leur existence. Donc les réparer, oui, j'adore ça. Donc je ne peux pas m'empêcher de les cabosser au départ et de leur rendre la vie plus douce à l'arrivée, même si j'ai horreur du mot feel good book parce que c'est quelque chose qui me... Voilà, moi je ne me dis pas je vais faire un feel good book ou autre, ce qui n'est pas du tout le cas de Malamute. Mais c'est plus fort que moi, c'est vrai que j'aime bien les réparer. Mais la réparation peut prendre des chemins très différents, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi la notion de rédemption qui me plaît beaucoup.
dans ce sens où j'aime bien aussi les personnages qui se débattent avec des remords qui n'arrivent pas à étouffer et qui sont à la recherche d'une rédemption pour enfin pouvoir vivre, respirer normalement. Moi, je veux bien, si je peux me permettre, je vais essayer de remettre ma caméra, mais je veux bien dire quelque chose sur cette notion de réparer les vivants. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, sur cette notion de réparer les vivants. En ce moment, bon, c'est un peu autour de ce beau titre. C'est une formule qui nous vient. Mais plus généralement, moi, il m'est apparu, quand j'ai créé Le Diable, qu'en fait, il y avait des œuvres très intéressantes s'écrivaient, très importantes, et qui étaient des livres qui, pour moi, sont des livres humanistes. Alors, je pense à Pierre Bordage. J'ai parlé d'Octavia Butler tout à l'heure, mais c'est exactement le cas. Mais si vous prenez Neil Gaiman également, et je crois que les œuvres d'aujourd'hui qui nous touchent, c'est à la fois des œuvres qui nous alertent, qui nous alertent sur sur le fait qu'on est en train de s'abîmer, d'abîmer notre humanité en abîmant la terre, en abîmant les êtres. On vit dans un monde difficile et surtout on a conscience des raisons qui font qu'il est cruel et injuste. Et donc on est dans un moment de notre histoire humaine où cette question-là, elle est au cœur de la question de nos civilisations. Et je crois que les artistes, forcément, les œuvres qui nous touchent, c'est des œuvres qui se situent là. Donc, est-ce que c'est les écrivains qui ont besoin de réparer les vivants ou est-ce que c'est nous tous qui sommes un peu cassés? Et les écrivains qui nous intéressent sont ceux qui nous donnent des raisons de croire encore en l'humanité. Moi, je le crois profondément comme éditrice, c'est-à-dire que j'ai dit que je publiais des textes, je m'intéressais à des voix du réel, mais le réel, il est cassé et il est à réparer. Et donc, voilà pourquoi je crois que les écrivains qui comptent, ils travaillent là-dessus. Alors, ça peut être sous la forme très humaine et toujours liée à des personnages et à ce que Jean-Paul vient de dire sur la rédemption, sur la faute, enfin, et des questions qui sont toutes en nous. Et puis, ça peut être chez Pierre Bordage ou chez Octavia Butler de façon plus sociétale et en utilisant le moyen de la science-fiction ou de l'anticipation. Ça peut être par d'autres moyens. Quelque part, j'ai parlé tout à l'heure de Christophe Siebert. Alors, c'est un peu l'opposé de Jean-Paul, mais c'est assez drôle parce que c'est aussi un auteur extrêmement gentil et modeste et humble, lui aussi, et qui est frappé de ce moteur de l'illégitimité, qui pour moi, d'ailleurs, je pense que l'intranquillité fondamentale d'un écrivain, c'est ce qui fait sa qualité. Ce sentiment d'illégitimité, c'est la marque des grands, souvent. Mais voilà, il y a des auteurs qui vont travailler dans une direction beaucoup plus noire. En fait, quand je regarde chez Jean-Paul, en particulier dans ses nouvelles, la noirceur, la conscience du tragique est toujours là, même comme le point de démarrage. C'est pour ça que toutes ces catégories de feel good et tout, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je pense que ça correspond plutôt aux besoins que nous avons tous en ce moment de réparer notre humanité, c'est savoir si on mérite d'exister quand même et pourquoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. J'avais deux questions peut-être pour finir. La première, c'est que j'ai cru comprendre que Le Liseur était en adaptation cinématographique, mais depuis quelques temps, et j'aimerais savoir où ça en était. Alors évidemment, en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais est-ce que le projet verra le jour? Et la deuxième, c'était sur vos travaux actuels. Vous disiez tout à l'heure que vous écriviez des nouvelles. Est-ce qu'il y a en préparation un roman ou en tout cas un filigrane ou quelque chose? Plus. Aïe. C'est mieux, Jean-Paul? Vous m'entendez? C'est bon? Je n'ai pas entendu la fin de la deuxième question. Oui, je demandais si vous étiez donc en train d'écrire des nouvelles. Est-ce qu'il y a aussi, en parallèle ou en tout cas en projet, un roman qui pourrait sortir l'année prochaine ou plus tard? Mais quels sont ces projets-là? Alors,
avant de parler du cinéma, peut-être que Marion pourra répondre mieux que moi. Les projets, pour l'instant, donc, comme je l'ai dit, moi, je suis dans l'écriture de nouvelles. Donc, l'une après l'autre, je travaille, j'ai des idées de textes. L'idée d'un prochain roman, j'ai aussi en tête, au départ, je ne savais pas si je vais en faire une nouvelle, je ne sais pas encore si je vais en faire une nouvelle ou un roman, mais je pense que ça serait plutôt un très joli thème pour faire un roman avec cette idée-là. Donc, je vais la laisser mûrir. Moi, finalement, je passe très peu de temps à écrire, je passe beaucoup plus de temps à mûrir les choses. Et avant que ça arrive à maturation, ça peut prendre parfois des années. Donc, ça tourne dans la tête, ça grossit, puis un jour, il faut que ça sorte. Mais pour l'instant, j'en suis que là. Il y a une petite genèse qui s'est faite, une idée de roman éventuellement. Mais là, pour l'instant, je suis dans les nouvelles, donc je continue avec les nouvelles. J'ai aussi, depuis très longtemps, dans un tiroir, un roman jeunesse, éventuellement. J'avais bien avancé, mais je n'ai jamais vraiment rédigé. Mais j'ai plein d'idées qui sont dessus. Donc, j'aimerais bien peut-être aussi un jour trouver le temps d'écrire ce roman-là. Même si écrire pour la jeunesse, pour moi, ça reste quelque chose d'étrange. Je ne me poserai pas la question pour qui j'écris. Donc, quand j'écris, voilà. Je ne me dis pas ça va s'adresser à des gens de tel âge ou autre. Donc, je pense que le jour où je vais m'y mettre, je verrai bien. Si je m'y mets, je verrai. Voilà pour ce qui est des projets d'écriture. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. J'aime bien déjà en avoir toujours un en avance parce que ça permet d'avancer et ça permet de rêver. Et ça, c'est très agréable. Après, concernant le cinéma, l'adaptation pour le liseur, alors là, c'est très compliqué. Marion pourra confirmer, mais c'est vrai qu'au tout début, il y a eu un engouement assez rapide et on avait signé avec un producteur français qui est Mandarin Film, qui est une belle maison de production. D'ailleurs, David Fuenquinos avait travaillé avec eux, il m'avait dit qu'ils sont sérieux, donc normalement, ils vont faire quelque chose avec ce projet. Et puis, arrivé au bout de 2 ans d'option, ils n'avaient rien fait, donc ils ont relâché les droits. Et puis l'aventure a redémarré avec un producteur américain. Marion veut peut-être en parler. Oui, c'est un producteur important. Hein, c'est le producteur de Wonder Woman. Par contre, ce n'est pas un producteur qui produit énormément de films en même temps. Enfin, ils en ont quand même quelques-uns, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un producteur à taille humaine, important à taille humaine. Donc, ça nous a semblé une bonne session. Alors, ce qui est vrai, c'est que là, avec le Covid, ils nous ont demandé 1 an de prolongation de la... Tu n'entends plus Ça y est, là, j'entends. C'est bon. Voilà, avec le Covid, il y a quelques mois à peine, enfin, il y a quelques semaines, ils nous ont demandé de prolonger la période. Vous savez, c'est des périodes d'options qui tombent à échéance et qui se renouvellent en rachetant, en repayant une partie des droits d'avance. Enfin, et là, ils nous ont demandé de leur donner 1 an de plus parce qu'avec le Covid, évidemment, le projet qu'ils étaient en train de produire et d'achever a pris des délais. Et donc, le film prend des délais supplémentaires. Comme c'est des Américains de Hollywood, on ne va pas faire les petits Français qui disent oui facilement. Donc, on a quand même on a pris des garanties, on a veillé, on leur a rajouté que 12 mois. Ce qui fait que voilà, dans 1 an, on en saura plus. Mais enfin, a priori, on s'est montré assez sévère et ils ont vraiment argumenté fortement et également donné des éléments qui nous permettent de penser qu'ils sont vraiment impliqués, quoi. Ils ont vraiment envie de le faire. Cela dit, on a très conscience que si ça ne marche pas avec ce producteur, le film, lui, continue, enfin l'adaptation cinématographique de ce roman continue à être quelque chose qui a une grande valeur parce que le liseur du CR27 peut faire un film absolument formidable. Donc on et suit l'affaire, Malamute aussi d'ailleurs. Alors Malamute aussi. Ah oui, le paysage a un potentiel énorme. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Ça pourrait faire un grand film français. Et c'est plus facile à adapter, je pense, Malamute que le liseur même, parce que les personnages sont déjà assez riches, le paysage beaucoup, et je pense que ce serait... Oui, c'est très cinématographique, Malamute. Mais tu sais, on ferait aussi une super série du reste de leur vie. Hein. Ça ferait une série télé absolument géniale. Non, de toute façon, et puis il y a les nouvelles
de Jean-Paul. C'est un trésor d'histoire, hein. Il vous l'a dit, c'est un raconteur d'histoire, un inventeur d'histoire. Il en a. Je me fais des films, je me fais des films et je les écris, donc c'est vrai que c'est souvent assez cinématographique. Donc il y a beaucoup de nouvelles dont on pourrait faire des courts-métrages, je pense. Même des films. Oui, aussi. Bon, que de bonnes nouvelles. On suit l'affaire avec attention. Après, le cinéma reste une chose assez compliquée, étant donné qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a bien sûr il y a le facteur financier, un des plus gros facteurs, c'est celui-là. Il faut les moyens. Et puis après, il faut que tout s'enchaîne et que tout fonctionne. Donc, ce n'est pas évident. J'avais discuté avec Joël Egloff, qui est un auteur que j'admire beaucoup, qui avait écrit L'étourdissement et qui avait écrit un livre très drôle, Edmond Ganglion et Fils, dont ils ont fait un film qui s'appelle Grand Froid. Grand Froid avec Bakri, malheureusement, qui est décédé, mais Grand Froid qui est une très belle adaptation. Et comme me disait Joël Egloff, il dit, quand on écrit, si j'ai écrit Il a neigé toute la nuit, ça ne coûte rien. Par contre, au cinéma, si vous avez dit Il a neigé toute la nuit, il faut faire la neige si elle n'est pas là. Donc, ça peut tout de suite faire un budget monstrueux. Donc, c'est toutes des petites choses qui interfèrent qu'on n'a pas quand on écrit. Donc, et après, l'adaptation, elle est aussi là pour ça. Hein. C'est pour ça que. Mais je serais à la fois curieux et angoissé et anxieux de voir ce qu'on peut faire d'une histoire que j'aurais écrite, de la faire au cinéma, mais ça doit être. Je serais très curieux de voir ce que ça peut donner et en même temps ça doit être très émouvant, surtout quand c'est réussi. J'ai eu la chance de voir certaines de mes nouvelles adaptées au théâtre et ça c'est un plaisir. Quand vous ne savez pas du tout ce qu'ils en ont fait, vous arrivez en tant que spectateur et vous redécouvrez vos mots dans la bouche d'acteurs, c'est quelque chose de très émouvant. J'imagine clairement. Ça doit être extrêmement émouvant en effet. Marion, peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez nous présenter les derniers titres sortis chez Le Diable et peut-être ceux qui vont sortir là au printemps? Oui, alors tout à fait, tout à fait. Alors on vient de sortir un super thriller de Laurent Well, qui est une nouvelle recrue au Diable, qui est un auteur qui avait publié déjà des thrillers ou de la science-fiction, et ça s'appelle Skeleton Coast. Et il est en train d'enthousiasmer Babelio. C'est un super thriller, pied au plancher, vous savez que le page-turner littéral. Mais Laurent Well, il a une chose en plus, c'est qu'il écrit des thrillers très, très conscients, c'est-à-dire que là, ça se passe en Afrique, et c'est un prof qui va chercher sa fille qui a disparu. Elle était médecin, elle faisait de l'humanitaire là-bas pendant son année d'interne, et il va mettre à jour la situation du trafic de déchets en Afrique. Donc c'est à la fois, c'est comme si vous regardiez Rambo au cinéma, quoi. C'est vachement bien, Rambo en moins macho, vous voyez, je confirme. En français, je confirme. Voilà. Et en même temps, la vache, quelques temps après avoir lu le manuscrit, j'ai lu un énorme dossier dans Le Monde Diplo ou dans Le Monde sur justement les trafics de déchets en Afrique. Et voilà, c'est-à-dire que j'avais déjà lu Skeleton Coast et j'en ai pas appris plus dans Le Monde. C'est spectaculaire. Non. Donc Laurent Well, on y croit beaucoup. C'est un premier roman au Diable, un vrai bon thriller. Après, on va sortir en mai le nouveau livre de Nicolas Ray, qui va être aussi un événement au Diable. Donc là, c'est très très drôle. C'est Nicolas Ray à travers son double de fiction, Gabriel Salin, qui apprend au début du roman qu'il n'en a plus que pour 3 mois à vivre à cause d'un cancer. Et donc, d'ailleurs, on a mis en 4e de couverture cette citation de Nicolas, finir en beauté, c'est tout un art. Et donc, on va suivre les 3 derniers mois de la vie d'un espèce de flambeur qui en même temps a plus goût à rien, est totalement déprimé, mais très drôle, et retrouver goût à la vie pendant ces 3 derniers mois. Donc, c'est un roman qui a toute l'ironie et la grâce et la légèreté de Nicolas Ray, qui va être on y croit beaucoup. Et puis, on sort un roman également. Alors là, je vous le conseille parce que c'est vraiment une découverte à faire, d'un auteur dont on a publié une femme, dont on a publié des thrillers, qui est connue dans son domaine du polar, Catherine Fradier. Elle avait eu le prix SNCF du polar, elle a eu le prix Lebrun, elle a eu... voilà, alors il y a
voyez, Nathalie est en train de vous présenter les couvertures en temps réel. Et Catherine Fradier et Nous aurons l'éternité. Alors là, Catherine est sortie complètement de son genre habituel. Elle fait des thrillers géopolitiques très féministes, avec toujours des femmes héroïnes qui n'utilisent d'ailleurs très peu des armes, enfin pas d'armes, pas de violence. Elle est formidable hein, comme auteure de polar. Mais là, elle a fait un roman très personnel qui raconte les derniers jours, en fait, la dernière période de vie d'une vieille écrivaine un peu pétroleuse, vous voyez, une vieille écrivaine féministe qui vit avec l'urne des cendres de son mari et qui lui parle d'ailleurs. Et ça se passe donc dans 30 ans, puisque c'est un petit peu un double de Catherine Fradier, un écrivain, donc une romancière qui était une romancière modeste, et qui donc à 90 ans s'apprête à aller finir sa vie dans un centre de retrait, hein, pas de retraite. Et évidemment, on ne veut pas du tout, mais on est dans un monde, à Montpellier, il fait 6 degrés de plus, les villes s'enterrent, les vieux sont mis dans des centres, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, et le livre a disparu. Et en fait, ce roman est un hommage à la littérature, au livre, parce que cette vieille dame, pour gagner un délai, va se faire interviewer par une jeune étudiante, et elle va faire un peu comme Les Mille et une Nuits, c'est-à-dire qu'elle va raconter, elle va fictionnaliser toutes les fictions pour lui servir à prolonger l'interview et à gagner du temps. Et c'est un roman qui est très surprenant, vachement beau, très émouvant, un roman de femme, un roman sur l'avenir, pas drôle, très très documenté, donc très crédible, et en même temps c'est un vrai roman d'amour qui nous répare, encore un. Alors dans les nouveautés qu'on vient de sortir, je voulais juste parler de 2 poètes, enfin qu'on a sortis il y a quelque temps. C'est Yahya Hassan. Ça s'appelle Yahya Hassan. C'est un poème incroyable d'un jeune homme qui était immigré palestinien au Danemark et qui, son livre a fait 100 000 exemplaires au Danemark, qui s'est traduit dans toute l'Europe. C'est un cri, hein, c'est un cri contre tous les dogmatismes, contre l'islamisme, contre la misère sociale, contre l'exclusion. C'est magnifique. Et puis, autre cri, mais la féministe est vachement bien, c'est Morgan Parker, une poète noire américaine, qui c'est à la fois très drôle, c'est plein de pop culture, c'est féministe, ça parle évidemment de racisme, ça parle de féminisme, ça parle de la société d'aujourd'hui. C'est très bien et ça s'appelle « Il n'y a pas que Beyoncé ». Bon, je ne vous ai pas présenté tout ce qui est sorti parce que sinon je vous parle encore un quart d'heure. Mais il y a vraiment de très bons bouquins. Non, je dis juste, mais on vous en a parlé tout à l'heure, Octavia Butler, je vous en ai beaucoup parlé. Du coup, on a accéléré le plan de réédition de tout son fonds. Et là, on a sorti coup sur coup Novice, maintenant Lien de sang. Et puis en poche, La parabole du semeur, La parabole du talent. Lisez-la, vous verrez. Et alors, évidemment, si vous souhaitez les lire, enfin Nathalie est là, on peut vous les envoyer, hein, ces livres. Voilà, ce sera avec plaisir. Ce que j'aime avec vous, Marion, c'est que je pense que véritablement, vous ne faites aucun pitch qui ne donne pas envie. Parfait, donc ça, c'est véritablement très difficile. Merci. Merci Il est temps de vous remercier. Merci Jean-Paul, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je vous découvre ce soir en tant qu'homme et sincèrement, vous m'avez totalement séduit par votre discours. Alors, c'est un pur bonheur de vous avoir rencontré et ça sera toujours un pur bonheur de rester avec le diable une fois de plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous proposer une invitation, Marion, pour Nicolas Ray, une prochaine fois. Écoutez, avec un immense plaisir. Ah bah écoutez, très volontiers. On en reparlera. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre attention. Bonheur partagé. Hein. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir, Jean-Paul. C'était un plaisir. Au revoir et bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Jean-Paul, merci Nathalie, merci Marion. Salut, au revoir tout le monde. Salut Jean-Paul. Merci Nathalie. Hein. Bien travaillé. Hein. Ouais, merci Nathalie. Très très forte Nathalie. Ah oui. La plus forte. The best. Ouais, c'est toujours génial, merci. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.